Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette manifestation que je pense très importante parce qu'elle réunit tous les acteurs du système de l'enseignement supérieur francophone liés à cette association qui fait beaucoup de bien à l'enseignement secondaire et supérieur, notamment au Maroc et en Afrique du Nord généralement. Je tiens aussi à m'excuser de ne pas être physiquement parmi vous. J'aurais bien aimé assister, d'autant plus qu'il y a des amis et des camarades qui partagent votre réunion et dont j'aurais eu un grand plaisir à voir et avec qui j'aurais pu discuter. Alors mon propos dans mon intervention, qui va être relativement courte, est construite à partir d'un parti pris, d'une posture je pense qui est très importante pour non seulement déchiffrer les propos qui vont être tenus, mais les replacer dans leur contexte de production. Je suis professeur de l'enseignement supérieur, donc francophone bien sûr. J'ai en charge actuellement un projet de formation et d'enseignement donc au Maroc, et en même temps je continue à donner et à enseigner en tant que professeur des universités en France, plus particulièrement à Sciences Po d'Aix-en-Provence. Alors mon propos se veut à la fois l'expression d'une expérience personnelle, parce que là où je suis actuellement, je suis appelé à recevoir le produit de l'enseignement secondaire marocain, public, de l'enseignement secondaire marocain privé, de l'enseignement secondaire marocain de ce qu'on peut appeler des missions étrangères, qu'elles soient françaises, espagnoles ou américaines, et de l'enseignement secondaire de notre association. Et donc on est en tant que receveur de cette population en une position d'observation intéressante à la fois sur les besoins mais aussi sur les savoirs portés par ces générations et les capacités, les possibilités d'adaptation dans un pays qui est lui-même en quête de positionnement dans le monde, aussi bien au niveau politique que culturel, donc un pays musulman, arabe, qui se dit à la fois arabe, berbère, et qui ne renie pas ses affluents aussi bien africains que judaïques. Donc c'est là un peu la posture à partir de laquelle je vais me prononcer un peu mon discours sur cette question. Alors, deux moments pour pour un peu rendre compte de la complexité du problème. Le premier moment, je vais chercher surtout à analyser les grands bouleversements que connaît actuellement notre métier et les institutions de l'enseignement supérieur. Ce bouleversement, il y a plusieurs considérations. Donc on peut les réduire au moins à trois changements structurels qui impactent fortement le métier et qui impactent aussi fortement le statut même de la transmission des connaissances. Le premier bouleversement qui est de l'ordre, j'allais dire, structurel, c'est le caractère de plus en plus hégémonique de ce qu'on peut appeler d'un mode de management néolibéral dans le monde, qui minimise un peu ce qu'on peut appeler les clivages idéologiques, mais surtout qui évacue de façon relativement forte la question politique au sens de philosophie politique, et donc qui fait de l'art du gouvernement uniquement un ensemble d'outils techniques managériels. Cette conception du rapport, du lien politique, ou du rôle des institutions politiques, bien sûr, donne lieu à impacte l'université qui elle-même, et là on le voit dans les différentes réformes des universités, et aussi bien dans leur fonctionnement, dans leur mission, que dans leur mode de financement, les universités sont
acquiert dans ce dispositif conceptuel le statut d'agence, donc qui est où la question des choix politiques, des choix philosophiques est devenue secondaire, et la gestion de ces agences de formation, donc où un mélange des catégories du privé et du public, où le financement est opaque et qui donne lieu à une mutation même de leur métier d'enseignant et est complètement sorti, si vous voulez, l'université est complètement sorti de sa mission d'être le réceptacle à la fois de la construction du lien social et politique, mais le réceptacle au niveau au moins des sciences sociales et des sciences humaines de l'état des débats politiques sur la production normative qui fait société actuellement. Ça, c'est je pense, une première transformation importante. La deuxième transformation, mais elle qui est liée pratiquement au métier d'enseignant et au métier de formateur, qui est actuellement l'hégémonie relativement du modèle unique et standardisé des savoirs, qui est le modèle de ce qu'on peut appeler des sciences exactes. Donc, tel qu'il ressort, tel qu'il a été la résultante de la révolution industrielle et ce qu'on peut appeler de la révolution positiviste de la fin du XIXe siècle, ce modèle qui mélange entre science et scientisme, et qui définit un standard unique de la performance et de la réflexion, et un standard aussi unique du financement et des attendus d'activités de recherche et de transmission scientifique, qui rehiérarchise les savoirs pour donner le pas sur l'ingénierie au détriment des humanités, etc. Donc impacte fortement, et on le vit, personnellement je le vis, étant un établissement dans une université qui a pour vocation principale la formation d'ingénieurs liés aux activités minières et agricoles, et à ce niveau, la compréhension qu'a cette université du rôle des sciences sociales, elle est non seulement secondaire, mais elle lui donne une sorte de fonction plutôt magique pour solutionner des problèmes des problèmes irrationnels. Le troisième changement que je pense qui est important et qui est structurel, là aussi, c'est le déplacement ce qu'on peut appeler des modalités de transmission du fait de la révolution numérique, c'est-à-dire ce passage de l'imprimé à l'image, qui n'est pas anodin, parce qu'il transforme non seulement la structure des savoirs à transmettre, la façon de les transmettre, mais aussi impacte fortement le rythme de transmission et le contenu des choses transmises. Et donc la principale conséquence de cette transformation forte dans les modes de transmission des savoirs, c'est que la complexité elle est mise à la marge, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, dans ce mode de transmission, dans ce mode d'exposition, on ne peut pas expliquer la complexité, et donc on a tendance à schématiser, simplifier, et cette simplification, on la voit aussi bien dans les modes, dans les sciences transmises, ou dans la façon de les exposer, que dans l'appauvrissement de plus en plus accentué des langues aussi, qui sont le véhicule de cette transmission. Donc, si on prend en considération ces transformations fortes à la fois de l'université, mais aussi de l'école en général, dans cette nouvelle ou cette configuration installée et sur cette conception du monde hégémonique et installée, on voit bien que toute réflexion sur l'enseignement, et encore plus de l'enseignement en français ou l'enseignement dans des sociétés qui ne sont pas inscrites dans ce train, dans cette orientation forte, et suppose un effort qui soit un effort
presque surhumain, parce qu'il s'agit non seulement d'imaginer de nouveaux contenus, de nouvelles modalités, mais surtout d'imaginer le profil de ce que c'est qu'à la fois le jeune universitaire et l'écolier. Et d'imaginer une modalité pour sortir, pour penser en dehors d'un évolutionnisme plat, d'une idée schématique du progrès et d'une seule version de ce qu'on peut appeler la modernité, et donc d'évacuer l'idée de cheminement, l'idée de processus, l'idée de singularité, l'idée de pluralité, et pour emprunter un passage de Léopold Sédar Senghor, préfère prévaloir ce qu'on peut appeler la raison de l'œil, qui spatialise le temps, qui raisonne par diffraction, au lieu de ce qu'on peut appeler la raison de l'étreinte, qui elle suppose un travail sur le mouvement, sur le fait de privilégier l'expérience émotionnelle. Donc c'est dans ce cadre que quand on est donc dans un parti pris qui pense non pas la modernité mais les modernités, qui pense non pas la rationalité mais les rationalités, qui pense à côté de la linéarité, le cyclique, et qui pense que là aussi il faut dans une formation prendre en charge non pas les transmissions des valeurs nationales d'un pays, comme c'était la mission de l'école à la fin du XIXe siècle, mais la constitution de ce qui est, de ce que c'est que les valeurs humaines à la fois du lycéen et de l'étudiant, dans la mesure où, là aussi, l'impact paradoxal du modèle du management néolibéral, dans la mesure où le marché de l'éducation lui-même est devenu un marché mondialisé, et l'étudiant ou le futur étudiant est appelé à bouger dans le monde, et donc à maîtriser plusieurs langues, et surtout à avoir la capacité de déconstruire justement ces processus dont on a parlé tout de suite. Je pense que la richesse de notre organisation vient du fait que c'est son emprise sur sa présence plutôt sont dans plusieurs pays qui ont des cultures très différentes, qui ont des histoires très différentes. Je pense que c'est ça la vraie richesse du réseau lui-même. Et je pense que il y a là une double responsabilité. La première responsabilité, bien sûr, de faire vivre à côté des langues hégémoniques dans le monde le français, ou la transmission du français, non pas uniquement en tant que langue, mais en tant qu'un système de valeurs, en tant qu'un point de vue, parce que la langue n'est pas uniquement une traduction de la réalité, mais un point de vue sur une réalité, sur des réalités complexes. Et ce point de vue, il est nourri par la propre histoire de cette langue et les productions qu'elle a pu générer, aussi bien au niveau philosophique qu'au niveau des humanités. Ça, je pense que c'est une première mission qui est relativement importante. La deuxième mission, c'est de préparer justement, de s'appuyer sur les singularités des lieux d'implantation. Donc quand je dis singularité, c'est par respect non pas par respect aux histoires particulières de chaque société, non pas, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une sorte je sais pas, le chantre d'un relativisme absolu, mais tout simplement que ces histoires ou ces particulières de chaque société d'implantation du système permettent d'enrichir justement l'universalité. Les étudiants de demain sont appelés à bouger énormément. Donc c'est des étudiants qui ne font pas une scolarité, et là on le voit avec les différents systèmes de mobilité, ils ne font pas une scolarité dans un seul système d'éducation. Donc ils doivent être préparés justement à une formation par la pérégrination. Et cette formation par la pérégrination commence d'abord par
une vraie représentativité de ce qui est la culture et la formation et le savoir local dans lequel est immergé l'étudiant dans un premier temps, qu'il soit marocain ou qu'il soit africain ou qu'il soit moyen-oriental ou qu'il soit d'Amérique latine. Et ça, c'est le premier apport que fait, j'allais dire, chaque étudiant au monde. Et la deuxième chose, c'est de nourrir cet étudiant par les possibilités d'ouverture qui lui permettent de déconstruire justement ce discours hégémonique. Et cette déconstruction n'est possible que par la place qu'occupe l'histoire dans les enseignements, la place qu'occupent les humanités dans les enseignements, la place qu'occupe la réflexion philosophique dans les enseignements. Ça n'empêche pas qu'il y a des valeurs partagées dans le système, et ces valeurs partagées sont la garantie justement de son universalité. Ces valeurs partagées, c'est la pensée critique, c'est la liberté, c'est les droits humains, et qui sont la garantie justement de cette possible circulation dans le monde, et qui font le lien entre ce qui est local et ce qui est universel. Pour finir, je pense que la mission de l'association, la mission du réseau lui-même de formation est très importante dans la mesure où il est quelque part une garantie, ou parmi les garanties possibles, de cette biodiversité au niveau des systèmes de formation. Parce que la tendance lourde à notre conception de la modernité actuelle, et cette modernité positiviste, donc, qui est construite autour du positivisme, autour d'une conception très schématique de la science, mène sur des trajectoires qui sont des trajectoires parfois très déconcertantes. Une ingénierie sans culture, ou une formation d'ingénieur sans une connaissance culturelle très forte. On l'a vu dans les processus de recrutement des djihadistes, un des ingrédients forts de conversion rapide vers le radicalisme religieux. Merci.